Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Kinedi, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir deux experts en santé fonctionnelle, Guénaël Abéguilé et Bruno Méret, tous deux cofondateurs de DFM Formation. Guénaël, avec qui j'ai déjà eu le plaisir d'échanger sur la nutrition et la santé hormonale dans l'épisode numéro 48, est kinésithérapeute et spécialisée en santé fonctionnelle, domaine qui la passionne et pour lequel elle donne de nombreuses formations. Ses domaines de prédilection sont la fertilité et les troubles hormonaux. Elle a aussi écrit un livre qui s'intitule « Troubles hormonaux, reprenez le pouvoir » pour celles et ceux qui veulent en savoir plus. Bruno Méret, quant à lui, est ingénieur en biochimie de formation initiale et il s'est spécialisé en analyse nutritionnelle et fonctionnelle. Il est l'auteur des livres « Défendez-vous » et « Maîtrisez votre protocole santé avec les analyses nutritionnelles et fonctionnelles ». Dans cet épisode, nous allons parler de ce qui les a poussés à monter leur organisme DFM Formation et de l'importance de la santé fonctionnelle. Avec beaucoup de pédagogie, Guénaël et Bruno nous expliquent comment mener l'enquête pour comprendre l'état de santé de nos patients à la recherche de dysfonctions et comment raisonner face aux différents symptômes vécus par nos patients. Bruno nous explique aussi par où commencer en termes d'analyse pour chercher une causalité liée à la pathologie dans le cadre d'une démarche fonctionnelle. Nous abordons aussi des sujets tels que la dysbiose, l'inflammation, la maladie chronique, la fibromyalgie et la sclérose en plaques. Guénaël va aussi nous expliquer comment les kinés vont pouvoir utiliser leurs connaissances en santé fonctionnelle dans leur pratique auprès de leurs patients. Si vous voulez en savoir plus sur DFM Formation, je vous invite à consulter leur site internet dont le lien est dans la description de l'épisode. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui sur Kinedi, j'ai le plaisir d'accueillir Guénaël Abéguilé et Bruno Méret. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux de participer à ce podcast. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très très intéressant. On en a déjà parlé avec Guénaël sur un épisode précédent. C'est la santé fonctionnelle et la micronutrition. Vous allez nous expliquer en détail ce que ça veut dire pour vous. Et aussi, on va parler d'abord de l'organisme que vous avez fondé tous les deux, DFM Formation. Alors, pourquoi DFM Formation ? Dina, vas-y. Alors, DFM Formation, c'est pour démarche fonctionnelle et micronutrition. Alors, pourquoi ? C'est que ce qu'on fait généralement est relativement connu sous le terme de micronutrition. Micronutrition qui fait référence aux micronutriments que sont les vitamines, les minéraux. Et donc, c'est vrai, quand on a tendance à penser à la micronutrition, on a tendance à penser qu'on va rechercher les carences des patients et les optimiser par la prise de conseils alimentaires et de compléments alimentaires. Mais en fait, ce qu'on dispense dans nos formations, la méthodologie qu'on dispense va bien au-delà d'un rééquilibrage micronutritionnel. C'est vraiment une prise en charge globale des patients. C'est vraiment, on leur apprend à mener des enquêtes à travers les signes cliniques qu'ils ont à la recherche de dysfonctions pouvant expliquer leurs symptômes. Et après, une fois qu'on a trouvé les dysfonctions, on va creuser dans la cause des problèmes. Et donc, on va mener une véritable enquête. C'est vraiment une démarche, en fait. Et c'est pour ça qu'on a longuement réfléchi à ce terme. Et on se dit, ce qu'on enseigne, c'est pas de la micronutrition, c'est vraiment une démarche fonctionnelle pour une prise en charge fonctionnelle. Donc, voilà l'histoire de DFM Formation. Oui, et ça amène d'emblée du coup à quelque chose d'important, c'est que très souvent dans ce type de, on va dire, d'environnement, de la micronutrition, de la naturopathie ou des choses comme ça, on pense souvent au mot protocole. Très souvent, c'est quoi vos protocoles pour traiter une candidose ? C'est quoi votre protocole pour traiter un terrain inflammatoire ? Et en fait, nous, évidemment qu'on approche certains protocoles, mais l'essentiel, c'est pas le protocole, c'est justement la démarche, le raisonnement clinique et biologique, on reparlera de ça tout à l'heure, parce qu'il y a des investigations de terrain aussi, avec des analyses, certaines analyses. C'est le raisonnement qui est essentiel. C'est pas trop le protocole qu'on va sortir, c'est comment on va arriver à raisonner face à un patient et la démarche du coup d'investigation, comme l'a très bien dit Guénaël. Et donc, en fait, grâce à cette démarche va nous conduire à proposer un protocole individualisé au patient. Ce ne sera jamais un protocole d'une dysfonction, ce sera le protocole du patient atteint de cette dysfonction. Ça, c'est très important parce que ça va complètement à l'opposé d'un courant un peu, alors bien sûr,
On va tout de suite parler un peu de la médecine allopathique qui fait bien évidemment des très belles choses, mais de manière générale quand même, on a tendance à aller sur des protocoles non personnalisés, assez homogènes, hein. On a un reflux, ben voilà, on a une gastrite, ben voilà, donc il y a telle ou telle proposition thérapeutique. Là, on va aller sur des choses extrêmement personnalisées en essayant de remonter à la cause, hein. C'est vraiment aussi une caractéristique de cette démarche fonctionnelle, c'est l'idée de trouver à chaque fois une causalité, voilà, qui est essentielle, parce que là, c'est la vraie, entre guillemets, c'est très, voilà, ambitieux de dire ça, mais c'est quand même l'idée d'avoir un protocole causal, quoi. Ça, c'est vraiment important, quoi. J'aime beaucoup l'expression mener l'enquête. Mm. J'imagine donc que dans votre anamnèse, dans votre interrogatoire auprès des patients, vous parlez de mener d'enquête, mais vous prenez vraiment la patiente dans sa globalité, en incluant son cadre de vie, son environnement, son mode de travail, si elle fait ou il fait du sport ou pas, et son passé, ses antécédents. Donc, Complètement. il y a beaucoup de choses à prendre en compte, j'imagine. À part, bien sûr, son alimentation. Complètement. Du coup, c'est vrai que en fait, on apprend à nos participants. Ce qu'on a voulu mettre en place au sein de nos formations, c'était une formation très pratico-pratique. Parce que moi, j'avais fait pas mal de formations, Bruno aussi, et à chaque fois, on était obligé de constater qu'on apprend plein de choses qui sont très stimulants intellectuellement, mais qui sont difficiles à mettre en application. Donc, le participant rentre à la maison et se dit, ben ouais, j'ai appris des super choses, mais par quoi je commence, qu'est-ce que je fais? Et puis finalement, mon patient qui est en face de moi, là, il est concerné par quoi dans tout ce que j'ai appris? Et donc, on s'est efforcé vraiment à faire une formation avec beaucoup de théorie, bien sûr, quand même, mais aussi du très concret. Et donc, on invite vraiment nos participants à conduire un interrogatoire, à être maître de sa consultation. Et on insiste bien sur le fait que peu importe le motif pour lequel le patient consulte, il faut investiguer absolument toutes les fonctions. S'il vient pour un trouble plutôt un peu déprimé, stress ou un trouble métabolique, surpoids, etc., on va quand même interroger toutes les autres fonctions, c'est-à-dire les fonctions digestives, détoxication, métabolique, neuropsychique, immuno-inflammatoire, parce qu'en fait, une dysfonction dans une de ces fonctions peut expliquer toute autre dysfonction. Par exemple, un surpoids peut venir d'un problème hormonal, comme un problème thyroïdien, ou même un problème inflammatoire, ou même un problème microbiotal. Donc, en fait, il ne faut vraiment pas se cantonner au problème dont se plaint le patient, il faut vraiment essayer d'ouvrir large. Et comme tu dis, effectivement, on va aussi investiguer ses habitudes de vie, puisqu'on va être amené à corriger certaines habitudes de vie qui peuvent expliquer les plaintes, les symptômes et les dysfonctions des patients. Justement, pour mener l'enquête, comme tu disais, est-ce que vous demandez aux patients de faire plusieurs analyses sanguines? Si oui, lesquelles et par où commencer en fait? Alors, c'est pas forcément sanguin d'ailleurs. Bon, alors Mhm. en fait, donc là, c'est aussi l'originalité en fait dans notre centre de formation. Je fais juste une petite page de pub. On a un cursus central qui s'appelle le cursus duopratique, qui est vraiment, on appelle ça un peu la colonne vertébrale de notre centre de formation. Après, se greffent plein d'autres choses, mais on a une colonne vertébrale, un pilier, un axe central. Et donc, ça s'appelle le cursus duopratique. Et l'originalité, vraiment la grande marque de fabrique DFM de ce pilier, de ce cursus de base, c'est l'association de la clinique et de l'investigation biologique. C'est-à-dire, on a 6 modules et les modules se répondent 2 à 2. Module 1, pilier digestif, clinique et prise en charge. Et module 2, analyse biologique et voilà, tout ce qui va concerner les analyses de l'intestin. Mais je ne vais pas détailler tous les piliers, mais voilà, c'est un peu, c'est des modules qui se répondent 2 à 2 comme ça. Et donc, tout ça, cette longue introduction pour dire que la biologie prend toujours place sur l'investigation clinique, c'est-à-dire qu'elle n'est que la confirmation des hypothèses que l'on va dresser avec le bilan clinique. Ça, c'est fondamental, parce que dans ce domaine, on a beaucoup de gens qui veulent apprendre les biologies, mais qui n'ont pas de structure suffisante sur le bilan clinique, et dans ce cas-là, on fait n'importe quoi. Moi, j'en vois énormément de praticiens qui ne savent pas utiliser les analyses, parce qu'ils ne s'appuient pas sur une clinique suffisamment rigoureuse. Et donc ça, c'est très important. Et donc pour revenir aux analyses qu'on va déployer, restons dans l'intestin par exemple, parce que ça parle à tout le monde, et bien là, on va pouvoir en effet avoir certaines analyses sanguines, certaines analyses de sel, certaines analyses sur l'urine, sur la salive aussi, alors pas trop dans l'intestin, mais voilà. Donc en fait,
pour investiguer des fonctions intestinales, on va avoir différents types de recueils d'analyses. Ce qu'il faut tout de suite préciser, pour rassurer les auditeurs, c'est qu'on n'est pas, parce qu'on n'est pas médecin, ni l'un ni l'autre, vous avez remarqué, et donc la grande majorité des auditeurs non plus, ce ne sont pas des analyses médicales. Okay, on classe ça, on laisse ça aux médecins qui ont fait 10 ans d'études, qui sont spécialisés là-dedans et qui on n'empiète pas sur leur terrain, chacun son domaine. Hein. Et donc, moi, j'enseigne les analyses nutritionnelles et fonctionnelles. Et je le dis clairement, les médecins ne connaissent pas ça parce qu'on ne leur enseigne pas. Donc, c'est un autre domaine. C'est des analyses de terrain. Le mot est extrêmement précis, analyse de terrain. Donc, on va évaluer des fonctions, on va évaluer l'état d'un terrain immunitaire, d'un terrain intestinal, d'un terrain hormonal, mais on n'empiète pas sur le monde médical. Okay, et donc, avec ces analyses, eh bien, on va confirmer une hypothèse, admettons un problème intestinal inflammatoire, ce qu'on appelle une dysbiose, un dérèglement intestinal de type putréfaction, par exemple, c'est-à-dire un joli mot qui veut dire qu'il y a une inflammation dans le côlon. Eh bien, là, on a certaines investigations qu'on peut avoir pour mettre en évidence, confirmer cette hypothèse clinique. Voilà, c'est tout le jeu et l'enquête, comme disait Guénaël, qu'on va mener avec ce complémentarité clinique-biologie. Voilà. Très bien. Justement, pour en venir à l'inflammation, tu parlais de dysbiose, Bruno. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui. Alors, Guéna, tu veux peut-être parler, mais moi, je peux le dire, mais... Vas-y, enchaîne, t'es dedans. On va peut-être faire des... Alors, oui, dysbiose, c'est un grand terme qui veut dire beaucoup de choses, en fait. Ça veut dire juste un dérèglement, ça s'oppose à ce qu'on appelle l'eubiose. L'eubiose étant un équilibre de l'écosystème intestinal. Donc, ce sera assez complexe, parce que la dysbiose, c'est quasiment tout le module 1, donc 2 jours du cursus de Guénaël. Mais en gros, c'est un déséquilibre qui peut être aussi bien quantitatif, c'est-à-dire qu'on peut avoir un déséquilibre d'excès de bactéries plutôt pathogènes qui sont pro-inflammatoires, certaines catégories de bactéries. Vous savez qu'on a alors suivant les études, entre 400 et 1000 espèces bactériennes différentes dans ce petit monde du microbiote. Eh bien, certaines sont très pro-inflammatoires, entre guillemets dangereuses. On n'est à nouveau pas dans un cadre pathologique, on est dans un cadre fonctionnel, mais qui peuvent provoquer de l'inflammation intestinale, avec des douleurs, avec des constipations, avec pas mal de symptômes, bien sûr. Et donc ça, c'est un type de dysbiose par excès de pathogènes, mais aussi on peut avoir des dysbioses par manque de bonnes bactéries. Ça, c'est moins connu, parce qu'on est tellement éduqué dans une logique pasteurienne, surtout en France, que forcément, quand il y a un déséquilibre, c'est des pathogènes qui dominent. Mais aujourd'hui, c'est plus ce paradigme-là. On peut très bien, et très souvent, c'est au contraire des bonnes bactéries qui ne sont pas assez présentes. Okay, donc ça, c'est 2 dysbioses, c'est des déséquilibres, en fait. Voilà ce que je pourrais dire, mais Guéna va peut-être compléter. Guénaël, tu veux compléter ? Non. Après, c'est vrai que dans le module 1, du coup, on apprend en participant à reconnaître les différents types de dysbioses. Donc, par exemple, on va parler des dysbioses de fermentation, où il y a pour le coup là un excès aussi de bonnes bactéries, parce qu'on peut également avoir des bonnes bactéries si elles sont trop présentes ou inadaptées à notre mode alimentaire, à notre digestion, ça va également causer un problème. Donc, les conséquences ne sont pas les mêmes que quand il y a des pathogènes, qu'il y a un peu plus néfastes qui prolifèrent. Donc, les dysbioses de fermentation, on va apprendre aux participants à reconnaître plutôt par l'apparition de fermentation après l'ingestion d'aliments fermentés cibles. On a des dysbioses de putréfaction qui correspondent à des bactéries qui se nourrissent de protéines. Là, ce sont des bactéries, pour le coup, qui sont plus inflammatoires et qui vont pouvoir contribuer à des mécanismes physiopathologiques qu'on peut rencontrer dans nos cabinets. Elles vont se développer en excès quand on mange trop de protéines ou qu'on ne les digère pas. Ce n'est pas forcément un excès de consommation de protéines. On leur apprend à distinguer les candidoses, qui correspond à la prolifération de levures dans l'intestin, ou encore tout ce qu'on appelle SIBO, SIFO, qui correspond là pour le coup à un développement de micro-organismes bactériens ou levures, mais dans l'intestin grêle, parce que normalement l'intestin grêle est relativement pauvre en micro-organismes quand tout va bien. Et donc voilà, dans la petite enquête, ils vont investiguer l'apparition des ballonnements, investiguer les gaz, poser plein de questions, et grâce à ces réponses, ils vont pouvoir suspecter à quel type de dysbiose le patient doit être probablement atteint, et les analyses biologiques vont être là pour pouvoir confirmer ou infirmer l'hypothèse. Et à partir de la clinique et la biologie, on va proposer un protocole nutritionnel, une complémentation alimentaire adaptée pour traiter la problématique.
c'est un exemple très concret de ce qu'on peut proposer dans un domaine bien précis de la micronutrition. Oui, d'où le côté très pratico-pratique de vos formations, ça s'entend. Ouais. Oui, il y a il y a le côté pratique sur l'investigation, il y a le côté pratique aussi sur alors j'avais une question récemment parce que on me pose beaucoup de questions sur les formations régulièrement, je reçois beaucoup de mails et quelqu'un me demandait mais en quoi justement est-ce que vous allez jusqu'à donner des noms de labos, est-ce que vous allez jusqu'à donner des posologies parce que moi j'ai fait un DU, elle me racontait cette dame, moi j'ai fait un DU en micronutrition, mais on ressort de là, on ne sait absolument pas quoi donner quoi. On dit qu'il faut donner de la glutamine, point barre. Alors, est-ce que vous allez jusqu'à donner un labo qui fait de la glutamine ou qui associe la glutamine, parce que la glutamine, c'est un cicatrisant de l'intestin, pour rester un petit peu dans le domaine. Et je lui disais, oui, nous, on donne plein de noms de labos pour que ce soit, voilà, on n'a pas de limite là-dessus, pour que ce soit extrêmement concret, puis on donne des posologies, voilà, on va jusqu'au protocole et accompagner. Les gens sont friands de ça, quoi, parce que du coup, on ressort de là, on a des conseils extrêmement concrets, quoi. Tout de suite, le lendemain, on peut mettre en pratique, quoi. Parmi les gens qui viennent faire vos formations, est-ce que c'est surtout des professionnels de santé? Je pense aux kinés, aux médecins, aux spécialistes. Est-ce que c'est un peu, ou c'est même des gens qui veulent juste prendre soin de leur santé et en apprendre plus sur la micronutrition? Alors, du coup, on tient à rester un organisme de formation pour professionnels de santé. On s'est longuement interrogé parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de grands publics qui sont vraiment passionnés et qui aimeraient mettre un pied dans l'aventure et mener des consultations, mais c'est quand même très compliqué. Ça arrive qu'il y ait des personnes qui arrivent à raccrocher, à bosser comme des acharnés et qui arrivent, mais c'est quand même des exceptions, faut l'admettre. Et donc, nous, maintenant, on est vraiment plutôt rigoureux pour garder que des professionnels de santé qui ont déjà quand même une base sur la physio, sur la physiopathe, une expérience de consultation, une connaissance du patient, de ce genre de problématiques. Donc, on forme des professionnels de santé, comme ceux que tu as cités, Gabriel, des kinés, des médecins, des pharmaciens, des sages-femmes, des infirmiers, des psychologues, des ostéopathes, des chiropracteurs. J'en oublie très Et certainement. un public, il y a aussi des professionnels du soin diplômés avec des bons diplômes, en faisant des naturopathes ou des nutrithérapeutes. En Belgique, il y a très très bonnes écoles. Voilà, donc des gens qui sont bien formés, qui ont déjà des expériences et qui, voilà, mais c'est vraiment voilà, ce type de public, quoi. Oui. Beaucoup de kinés quand même, il faut le dire, quand même, on a pas mal de kinés, quoi. Voilà. De par la présence de Guénaël qui a formé des années aussi et qui est un peu connu dans le réseau aussi. J'ai envie de dire aussi, beaucoup de kinés qui sont formés en viscéral, notamment par Thierry Blin ou d'autres formateurs par exemple Thierry Blin qui est un formateur qui initie un petit peu à tout aussi. Il parle un petit peu de médecine chinoise, de micronutrition. Donc des fois, ça leur donne envie aussi d'explorer des formations. Dans le domaine. Justement, oui. Venons-en un petit peu au kiné. En tant que kiné, après avoir fait, par exemple, une formation chez DFM, comment est-ce qu'on peut intégrer les connaissances dans la pratique de kiné, en sachant on voit des patients de toutes sortes, des patients qui ont, par exemple, des fibromyalgies, une fatigue chronique, du surpoids. Est-ce que c'est déjà une patientèle qu'on peut aider avec les conseils, à travers des différents conseils? Et si oui, comment? Alors, déjà, pour répondre à ta première question, oui, ce sont carrément des patients qu'on peut vraiment, vraiment, vraiment aider. Ça nous démange parce que quand on en a conscience, on ne voit même plus comment est-ce qu'on peut continuer sans leur donner des conseils en micronutrition, en santé fonctionnelle. Mais par contre, il faut qu'ils soient partants. Ça nécessite vraiment, cette discipline nécessite vraiment que le patient soit acteur de sa santé, qu'il se prenne en charge. Et Gabriel, tu le sais aussi bien que moi, c'est pas le cas de tous nos patients en cabinet. On en a quand même une bonne proportion qui viennent dans une passivité un petit peu exacerbante, un petit peu exaspérante, pardon. Et du coup, il faut essayer de les sortir de ce système. Donc, des fois, on leur parlera pendant leur séance de kiné de l'intérêt d'une prise en charge micronutritionnelle et ça va vraiment leur passer... leur glisser sur le dos, ils ne seront pas du tout intéressés et malheureusement, on ne peut rien faire dans ces cas-là. Ce n'est pas la peine d'insister, il faut laisser tomber, c'est leur choix. Ils ont été informés, ils ne prennent pas l'information, on ne peut rien faire. Donc, ne vous fatiguez pas à essayer de sauver quelqu'un qui n'est pas prêt à se libérer de ce qui le rend malade, on va dire.
Mais par contre, effectivement, en parlant en cabinet, on va se rendre compte qu'il y a d'autres patients qui ont vraiment pris conscience parfois déjà qu'il y a un rapport entre leur assiette, leur mode de vie et leur état de santé. Et puis là, c'est intéressant effectivement au quotidien, dans les consultations, de leur en parler un petit peu, voir ce qu'ils sont prêts à faire, leur donner éventuellement quelques petits conseils. Mais il faut bien comprendre qu'une consultation de santé fonctionnelle, ça ne se fait pas dans le cadre d'une séance de kiné. Pour 2 raisons. D'une part, la santé fonctionnelle, ce n'est pas une activité conventionnée. Ça n'a pas de raison d'être remboursé par la sécurité sociale, on n'en a pas le droit. Et d'autre part, c'est impossible dans une consultation de kiné de faire une consultation de kiné et une consultation de micronutrition. Il n'y a pas le temps. Une consultation de micronut, c'est minimum 1 heure. Donc, il faut vraiment se poser en face à face avec le patient et rien faire d'autre. On n'est pas en train de le masser en même temps ou lui donner un exercice d'abdominaux. On le prend vraiment à part et on mène un interrogatoire. Donc, il faut qu'il soit partant, qu'il ait compris que ça puisse lui apporter quelque chose, que ce soit concret, c'est le genre de conseil qu'il va avoir à appliquer derrière. Et donc, ça doit se faire à côté. Et non, j'ai répondu à tes questions, il y avait une autre. Oui, l'autre, en fait, c'était par rapport aux différentes pathologies, dont la fibromyalgie, par exemple. Comment aider ce type de patient et aussi les patients en surpoids. Oui, la fibromyalgie, c'est un super exemple parce qu'en fait, c'est une maladie très mal comprise, très mal comprise. Une des raisons pour laquelle c'est mal compris, c'est que c'est pas monofactoriel. Il n'y a pas une cause à la fibromyalgie. Il y a un terrain, en tout cas, fibromyalgie ou pas. Quand un patient vient avec un diagnostic de fibromyalgie, on peut toujours s'interroger, est-ce qu'il y a vraiment une fibromyalgie ou pas? J'ai envie de dire que l'important n'est peut-être pas vraiment là. L'important dans la consultation, ça va être de reprendre un peu tout l'interrogatoire. On va investiguer chaque fonction du patient et voir quelles sont les dysfonctions du patient pouvant expliquer ces symptômes qui ont amené à ce diagnostic de fibromyalgie, cette fatigue, ces douleurs, cette tendance dépressive. Pourquoi en est-il arrivé là? Alors, des fois, on va trouver une candidose. La candidose, le développement de champignons dans l'intestin peut expliquer qu'il soit un peu au ralenti, qu'il soit fatigué, qu'il soit un peu déprimé, etc. Mais parfois, il n'y aura pas eu toute candidose. Parfois, il y aura des problèmes de thyroïde qui va expliquer aussi un ralentissement global. Parfois, il y aura une fatigue surrénalienne. Et j'ai envie de dire que là, pour le coup, toujours, il y aura une fatigue surrénalienne. Je pense que dans quasiment toutes les fibromyalgies, il y a des surrénales qui commencent à dysfonctionner. Et on voit bien, ces personnes ont du mal à avoir des biorhythmes. On voit que nos patients fibromyalgiques, très souvent, font des grandes siestes l'après-midi, se lèvent très tard le matin. Ils ont du mal à avoir un rythme bien franc. Et ça les enferme, par exemple, dans leur dysfonction surrénalienne, parce que les surrénales, c'est ce qui va permettre de relancer les fonctions, on va dire jour-nuit. Alors, c'est très imagé ce que je dis, mais quand on se réveille normalement à heure fixe, les surrénales vont fabriquer du cortisol. Le cortisol qui est l'hormone qui permet de faire face à cette nouvelle journée qui commence. Mais vous le savez aussi, c'est l'hormone qui est anti-inflammatoire. On connaît le médicament qu'on prend, la cortisone, en tant que fonction anti-inflammatoire. Le cortisol, c'est un dérivé, la cortisone est un dérivé du cortisol. Et ce cortisol est également anti-inflammatoire. Donc les patients, quand ils n'ont plus de cortisol, ils n'ont plus de jus, ils n'ont plus de biorhythme, ils ont des douleurs inflammatoires ou allergiques qui vont flamber et ils vont pas aller bien du tout en général. Donc on va souvent donner des conseils de mode de vie. Ça commencera par exemple dans ce cas-là à avoir un rythme régulier, à se lever de matin à heure fixe. C'est difficile parce que souvent ils se couchent à 3-4 heures du mat, mais ça va être vraiment indispensable, se lever à heure fixe. C'est vraiment qu'un exemple, mais il faudra toujours investiguer toutes les fonctions et essayer de prendre en charge les causes pouvant expliquer les douleurs et la fatigue du patient. Tu parlais de fatigue surrénalienne. Est-ce que tu peux nous expliquer les signes cliniques? Les fatigues surrénaliennes, du coup, effectivement, ça revient un petit peu à ce que je disais. Du coup, c'est vu qu'il n'y a plus de cortisol, on va être fatigué, mais alors ça va pas être une fatigue traditionnelle, ça sera un épuisement. Il faut bien les refaire formuler. Parce qu'on est nombreux à dire j'en peux plus, je suis épuisé. Mais, moi je le dis souvent, j'en peux plus, je suis épuisé. Mais j'ai déjà vraiment été épuisée parce que j'ai vraiment frôlé la fatigue surrénalienne et je peux vous dire que là, ce jour-là, j'ai compris ce que c'était épuisé. C'est pas juste une fatigue, c'est un épuisement. On n'est plus capable c'est impossible. Alors ils vont être souvent aussi dépassés par les événements, ils vont faire des montagnes de tout et n'importe quoi. On n'est plus capable de faire face aux situations de la vie quotidienne. On est submergé, on se noie dans une flaque d'eau. On peut
avoir des douleurs inflammatoires, des allergies qui flambent, on va être vaseux, confus, à côté de la plaque. Et dans les cas les plus extrêmes, ça va amener vers ce qu'on appelle un burn-out. Voilà. D'accord. Et donc là, ça peut toucher n'importe quel type de personne ou est-ce qu'il y a un terrain? Alors, il y a un terrain, je vais vous parler du terrain propice, et puis après, Bruno, je pense qu'on pourra nous faire un petit point sur les analyses biologiques qui sont très intéressantes dans ce terrain. Il y a un terrain, effectivement, tu as raison, Gabriel, et professionnels de santé, on est souvent concernés, oui, parce que peut-être qu'on travaille beaucoup, mais c'est aussi parce qu'il y a déjà un entonnoir qui se referme. Quand on choisit d'être professionnel de santé, on a souvent un petit terrain, on est souvent des sauveurs, quand même. On a envie d'aider. Voilà, on a souvent une empathie, une sensibilité, une bienveillance. Et bah déjà là, ça se prépare un petit peu. On sélectionne déjà les gens qui ont un terrain burn-out. Ce sont généralement des personnes qui ont de vraies qualités humaines. Hein, quelqu'un qui n'a pas d'empathie, qui n'a pas conscience, lui, soyez tranquille, il fera faire des burn-out aux autres, mais lui ne fera pas. Pas de possibilité. Donc, les gens aiment bien qu'on leur rappelle ça quand ils ont un burn-out. C'est quand même aussi souvent, ce sont des belles personnes, quand même, faut pas l'oublier. Ils n'ont plus l'impression de l'être parce qu'ils se retrouvent dans des situations où ils se sentent nuls, plus capables d'eux, l'estime de soi est diminuée, tout ça. Donc, rappelez-leur que s'ils en sont là, c'est que ce sont des belles personnes. Alors, on ne va pas en faire des mauvaises personnes pour les soigner, hein, pas d'inquiétude. Mais du coup, c'est des gens qui sont très bosseurs, qui ont beaucoup d'empathie, de sensibilité, qui ont du mal à dire non, qui ont du mal à prendre du recul, qui en font de trop, voilà. Il y a des mécanismes protecteurs aussi quand même, c'est ceux-là qu'on va travailler. Les mécanismes de protecteurs, c'est trouver un travail qui a du sens, parce que si on travaille beaucoup, mais que ce qu'on fait a du sens et qu'on est aligné avec ça, c'est très protecteur. Prendre du recul, c'est protecteur. La vie sociale, c'est protecteur. S'entourer des bonnes personnes, c'est protecteur. Donc, on va essayer d'accentuer tous ces mécanismes-là. Bon, alors bien sûr, il y aura aussi une prise en charge avec la phytothérapie, avec des biorhythmes, avec l'alimentation, etc. Mais déjà, travaillons sur le terrain aussi émotionnel. Ouais. Intéressant. Donc, en termes d'analyse, il y a des choses vraiment très simples, d'ailleurs, qui peuvent être très pratiques pour un praticien, pour un kiné, d'avoir au cabinet. Il y a des petits tests salivaires qui permettent d'analyser le cortisol salivaire qu'on peut donner aux patients, qu'ils ont à faire le matin au réveil et 30 minutes après le réveil. Donc le patient crache dans un petit tube, c'est hyper simple. Et ça permet de faire une analyse justement soit de faiblesse surrénalienne, comme vient d'expliquer Guénaël, soit l'opposé, c'est d'hyper-stimulation surrénalienne, c'est-à-dire le stress chronique, hein, qui souvent l'un conduit à l'autre, hein, évidemment. Mais le stress chronique, on est dans tous les symptômes inverses, c'est-à-dire on est excité, on coupe la parole aux gens, on est hyper nerveux, voilà, c'est toute la dynamique de stress chronique qu'on connaît un petit peu, au moins une fois dans la période dans sa vie à notre époque. Et du coup, voilà, il faut savoir que les analyses que fait le médecin, le cortisol de matin à 8 heures traditionnellement, voir si c'est un petit peu mieux, le cortisol urinaire de 24 heures, ne servent à rien pour évaluer ces stress chroniques ou ces faiblesses surrénaliennes. Ce sont pas des analyses, ce sont des analyses associées à des troubles pathologiques. Pour le cortisol que fait le médecin, on va mettre en évidence des maladies de Cushing, des maladies d'Addison, qui sont vraiment des pathologies. Mais pour un trouble du rythme, par exemple, pour des biorhythmes, pardon, ou pour un trouble des faiblesses surrénaliennes, etc., c'est des petites analyses salivaires très simples, qui sont juste magiques, qui mettent on va dire, qui mettent en évidence clairement la problématique. Et ce qui est très intéressant avec les analyses, j'en profite pour dire ça, c'est que c'est des outils aussi pédagogiques. Hein, quand vous dites à quelqu'un, vous êtes stressé, vraiment, il faut faire quelque chose pour votre stress. Ok, bon, ça il le sait, il le lit dans les grands médias, il l'entend partout. Mais que vous lui montrez une analyse qu'il vient de faire, vous avez vu là, votre papier, si vous continuez comme ça dans 3 mois, vous faites un burn-out. Eh bien, là, ils se sont concernés, pris en compte, et ça change tout, quoi. Les analyses sont aussi beaucoup, peut-être, la moitié du rôle des analyses fonctionnelles. Peut-être que j'exagère un peu, je le quantifie pas, mais c'est des supports de prise de conscience et d'intégration de la problématique, et donc de levier d'action pour le patient. Aussi très important, ça. En effet, oui. Alors, on a parlé de fatigue surrénale, de stress chronique, de fibromyalgie.
Et dans votre organisme, vous proposez aussi des formations spécialisantes, j'ai envie de dire, en immunopratique notamment. Alors, il n'y a pas que l'immunopratique, il y a fertipratique, hormonopratique. Mais l'immunopratique, c'est assez intéressant parce que je sais, après avoir lu pas mal de textes, d'articles, surtout on voit beaucoup dans les médias, comme quoi ce qu'on a dans notre assiette, ça peut vraiment avoir un impact sur notre immunité. Est-ce que vous en parlez de tout ça? J'imagine oui, dans votre formation. Et en quoi, par exemple, quels sont les signes cliniques et les analyses que l'on peut faire pour pour détecter s'il y a un problème, un risque de maladie auto-immune, par exemple? Par exemple. Oui, alors je veux bien rebondir. Dans le cursus duopratique, déjà, il faut dire que cette fonction immuno-inflammatoire, c'est le module 3 et le module 4. Justement, c'est deux modules où on parle que de ça. D'accord? Donc, aussi bien le module 1, le module 2, c'est l'intestin et la détox, le foie. Le module 3 et 4, c'est l'immuno-inflammatoire. Donc, ça, on va apprendre ici vraiment les fondamentaux de tout ça. Donc, tout ce que vous venez d'évoquer, l'auto-immunité, parce qu'elle a parlé Guénel tout à l'heure, l'allergie, les troubles, on va dire, de manque, de déficit immunitaire aussi vont être abordés dans ce module. Et il est vrai qu'on a des formations chez DFM qui permettent de se spécialiser parce que dans le cursus colonne vertébrale, on ne peut pas tout dire, c'est impossible. Et donc, on a des modules hormonaux. C'est Guénaëlle qui est très spécialisée en hormonaux. Elle passe 4 jours à parler d'hormonaux. On a une thématique SIBO sur un week-end aussi. On a une thématique infection froide. Ça, c'est très important. Hein. La maladie de Lyme, par exemple, qui est traitée par le docteur Claire Delval pendant 2 jours, parce que justement, on parlait de fibromyalgie tout à l'heure, et Dieu sait si c'est une pathologie qui, parfois, on a étiqueté fibromyalgie, mais parfois, c'est un Lyme qui est derrière, par exemple, ou c'est un syndrome de fatigue chronique, ça peut être des problématiques de métaux lourds, ça peut être beaucoup de choses, en fait, derrière l'étiquette fibromyalgie. Et donc là, c'est une médecin qui nous fait une cartographie, on va dire, de la maladie de Lyme avec toute la prise en charge qui accompagne, voilà, c'est assez complexe. Et on a en effet immunopratique. Alors là, vous avez vraiment cité la plus complexe de nos formations, parce que c'est une médecin qui nous fait ça aussi, où là, elle va investiguer. Elle n'a pas encore eu lieu. Hein, voilà, c'est la première fois, elle va être donnée en novembre, mais c'est une médecin qui va investiguer, grâce à une analyse assez poussée qu'on appelle le typage lymphocytaire, l'état du système immunitaire, c'est vrai, des états de réactivation de certaines, par exemple, des réactivations de Lyme, par exemple, des réactivations d'EBV, qui peuvent en effet créer des troubles vraiment très pénibles, très invalidants, fonctionnels toujours, mais des gens qui sont en errance médicale vraiment. Et c'est vrai que c'est très important dans nos consultations de repérer ce type de patient, parce que c'est complètement autre, c'est un autre monde là au niveau de la prise en charge. Alors, bien sûr qu'on réglera toujours les piliers fonctionnels, comme l'a dit Guénaëlle, l'inflammation, l'hormonal, le microbiote, etc. Mais on va passer sur autre chose au niveau de la prise en charge. Donc ça s'apprend. Voilà. Et c'est vrai qu'on a Fertipratique, c'est gagné par Guénaëlle, c'est la fertilité. On a le sport. Alors ça, c'est vraiment, faut qu'on en parle avec les kinés. Parce que voilà, on a un module sport entier pendant 3 jours. Alors là, tous les kinés se sont rués là-dessus. Voilà. Et donc, ça sera sport, micronutrition. Et là, c'est évidemment... Et donc, cette formation va être dispensée par Myriam Auquel. Alors, Myriam, c'est une praticienne en micronutrition. Elle s'est aussi spécialisée en hormonaux et elle est coach de CrossFit. Donc, elle apprend au coach à devenir coach de CrossFit. Elle a une très belle expertise. Et c'est vrai que contrairement à nos autres formations où, par rapport aux nutriments, on fait des focus quand même assez intéressants sur les micronutriments, Myriam va vraiment aussi aborder l'aspect très important que sont les macronutriments qu'on aborde un peu moins quand même dans nos formations et en adaptant à tout type de niveau sportif, pour tout type d'objectif. Elle parlera aussi de micronutrition, mais elle fera quand même des gros focus sur les macros. Ouais. Oui, en effet, ça intéresse beaucoup les kinés, tout ce qui est attrait au sport. Oui, c'est sûr. Ouais. On voit les yeux pétiller à chaque fois qu'on va. Formation qu'on vient de lancer et qui est attendue depuis. Voilà, ouais. Super. Oui, surtout que le CrossFit, c'est très à la mode. Très tendance en ce moment. Ah oui, et puis ça prend pas trop de temps, donc les gens veulent pas prendre de temps, les gens n'ont plus de temps, donc ça répond bien à cette contrainte. Ouais, c'est vrai. Juste pour répondre à votre question sur les analyses pour l'inflammation, tout petit mot là-dessus. Oui. Par exemple, vitamine D, évidemment, s'il y en a une à retenir, Oui.
D'ailleurs, c'est pas une vitamine, alors ça va peut-être être un scoop pour vos éditeurs, c'est une hormone. En fait, la vitamine D, il faut pas l'appeler vitamine parce ça décrédibilise. Hein. Vitamine, c'est le petit truc là qu'on prend comme ça, que le médecin donne comme ça, sans trop y croire. Une hormone, tout de suite, ça fait très sérieux. Quoi. Là, on fait de la substitution hormonale avec la vitamine D. Et donc, faites une analyse de vitamine D. C'est assez facile, ça coûte pas cher, c'est pas remboursé pour la plupart des patients. Mais du coup, on sait après, on peut adapter un protocole. C'est ça l'intérêt des analyses, c'est qu'après, on sait exactement d'où part le patient, ce qu'on appelle son statut en vitamine D, à quel niveau il est. Tout le monde est carencé, ça c'est sûr, c'est pour ça que ça a été déremboursé. Okay, donc ça, on part d'un constat que tout le monde est carencé. Ça, tout le monde le dit, même la médecine traditionnelle. Mais dans quelle mesure? Est-ce qu'on est sur une carence extrêmement profonde? Est-ce qu'on est sur une carence légère? Et le protocole de supplémentation en vitamine D va complètement changer en fonction de ça. Donc, les analyses servent à faire de la personnalisation dans le sens d'arriver à proposer un protocole personnalisé. Quoi. On peut peut-être développer sur l'intérêt de la vitamine D, du coup, Oui, dans oui. le terrain immunitaire. Par rapport à l'inflammatoire, Allons-y, Et pas que, parce que la vitamine D, c'est une hormone. Alors, c'est une hormone parce qu'effectivement, elle est non seulement synthétisable par l'organisme, alors que normalement, la définition d'une vitamine, c'est que c'est pas synthétisable par l'organisme. Et en plus, elle agit comme une hormone. Enfin, c'est une hormone, c'est simplement une hormone. C'est pas juste parce que c'est mieux de dire hormone, c'est une hormone. Et c'est une hormone qui est anti-inflammatoire, qui est anti-allergique, qui diminue les risques d'auto-immunité, qui stimule aussi le système immunitaire en l'aidant à fabriquer des molécules antimicrobiennes comme la catélicidine, par exemple. C'est vraiment une hormone clé du système immunitaire pour avoir une immunité vraiment équilibrée, ni trop combative, ni trop peu combative, en gros. Voilà, en gros, dans les grandes lignes. Voilà, par exemple, si on reprend le terrain fibromyalgique tout à l'heure, ça va être dans un contexte fibromyalgique très important d'avoir un statut de vitamine D au top. Et donc, c'est vrai qu'on peut donner des protocoles traditionnels, 60 unités de vitamine D par kilo. Voilà, ça, c'est des protocoles où on ne prend pas beaucoup de risques parce que ça va normalement améliorer le statut de vitamine D. Mais si on part d'un dosage, eh bien, on va donner des choses personnalisées. Et du coup, on va arriver, et ce qui est important à dire, c'est qu'arriver à des taux santé, parce qu'on a des valeurs santé, ça veut dire qu'à certaines valeurs de vitamine D, eh c'est là qu'on va obtenir les bénéfices dont Guénaël vient de parler. Et contrôle inflammatoire, on ne l'obtiendra pas à 30 nanogrammes de vitamine D, qui est un état moyen carencé. On va l'obtenir à 60 nanogrammes, par exemple. Et donc, du coup, évidemment que le bénéfice clinique va s'obtenir que si on est dans une démarche d'optimisation rigoureuse de cette manière-là. Voyez. Sinon, on peut se dire j'ai donné de la vitamine D, ça a servi à rien. Mon patient n'a rien ressenti. Évidemment, si on a mal fait le protocole, évidemment, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, oui. C'est ça. C'est souvent ce qui se passe, je pense. On ne sait pas vraiment le dosage, on ne sait pas vraiment comment le prendre. Voilà, puis après, on ose dire ça ne sert à rien parce que ça n'a rien changé chez moi. C'est ça. Déjà, on n'est qu'un individu et est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on l'a bien absorbé? Est-ce qu'on l'a bien assimilé? Enfin voilà, on ne va pas juste s'assurer qu'on donne quelque chose, on va s'assurer qu'il y en a besoin à tel dosage pendant tant de temps, en équilibre avec les autres micronutriments. Donc, c'est vraiment tout un raisonnement global. On ne peut pas tirer des conclusions en disant j'en ai pris, ça n'a pas marché, quoi. C'est ça qu'il faut dire aussi, excusez-moi, je rajoute à vos auditeurs, je pense kiné, c'est que on peut aussi, alors évidemment là avec le cursus on apprend beaucoup de choses, mais c'est très facile à mettre en pratique quand même assez vite, quoi. Et d'ailleurs Guénaël encourage très souvent les gens qui viennent en formation à très vite, dès le premier cursus, dès le premier module, dès le premier week-end, ensuite parce que finalement, même si elle disait, c'est vrai qu'il faut après créer une formation, un espace de consultation dédié. Mais quand même, on peut aussi, très vite, en tant que kiné, en tant qu'ostéo, ma femme est ostéo, voilà, elle a très vite pu mettre en pratique avec de la vitamine D, avec des probiotiques, avec des oméga 3, avec du magnésium. Donc, d'emblée, on peut aussi passer assez vite à la pratique, c'est quand même important de le dire. Oui. Justement, Guénaël, j'en profite pour rebondir. En tant que kiné, après avoir fait un diplôme, une formation en micronutrition, en santé fonctionnelle, quel conseil tu donnerais à quelqu'un fraîchement diplômé qui souhaite garder son activité de kiné, mais proposer des conseils, voire des consultations spécialisées à ses patients ou aussi obtenir pouvoir avoir un peu plus d'autres clients qui viennent en dehors de la kiné? Ouais. Déjà, je trouve qu'on a de la chance en tant que kiné quand on se lance dans cette activité parce qu'on a déjà
des potentiels patients qui viennent au cabinet. Et si on a un cabinet de groupe, il y a aussi les potentiels patients de nos collègues qui peuvent être intéressés par nos consultations. Donc, c'est quand même une chance. Faut déjà que ça passe par une information. Il faut que les patients qui viennent dans votre cabinet sachent que vous proposez ce genre de consultation. Donc, on invite vraiment nos participants à présenter ce qu'ils font, à écrire, à faire des articles ou à une petite affichette pour bien présenter ce qu'ils font comme activité. Ça leur permet aussi de réfléchir sur qu'est-ce que c'est pour eux cette pratique, hein, parce que nous, on dit ce que c'est pour nous la santé fonctionnelle, mais comment est-ce qu'on se l'approprie finalement. Donc, ça peut être un travail assez intéressant. Et du coup, on peut en parler bien sûr à nos patients quand ils ont une problématique. Tiens, vous avez souvent des douleurs inflammatoires. Est-ce que vous mangez assez d'oméga 3? Questionner dans les assiettes, etc. Ça peut déjà les intriguer, leur donner envie d'en savoir plus. Mais du coup, ce qui m'a beaucoup aidé, moi, quand je me suis lancée, c'est la mise en place d'ateliers, par exemple. Alors, ce n'est pas des obligations. Il y en a plein qui ne passent pas par ça, qui arrivent quand même à développer. Mais moi, j'ai adoré parce que ça me permettait de construire ma pensée, de structurer ma pensée, de transmettre mon savoir. Et donc, j'ai proposé 2 types d'ateliers. Déjà, des ateliers grand public pour les patients du cabinet. On a de la chance, souvent, on a des salles de sport, donc on peut pousser un petit peu les meubles un soir, mettre des chaises pliantes, des tapis par terre et un petit vidéoprojecteur, un petit apéritif pour les patients les plus sages. Et leur présenter une thématique. Alors, une thématique, ça peut être une thématique qui nous passionne ou une thématique liée à la période. Par exemple, en hiver, booster son immunité. Au printemps, on peut parler de détox. Avant l'été, la perte de poids, par exemple. Alors, ce sont que des exemples. Et puis, donc, on peut faire un petit atelier comme ça pour expliquer, pour donner déjà des éléments concrets. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on peut optimiser? Mais sans tout donner, parce que de toute façon, pour être exhaustif, il faut aller vers quelque chose d'individuel. Il faut poser des questions aux patients. Mais il y a des grandes généralités, comme on vient de parler de la vitamine D, par exemple. Les oméga 3, il y a des grands principes qui sont applicables à tous. Mais après, expliquer dans le cadre de cet atelier que si on veut aller plus loin pour avoir encore plus de conseils plus efficaces, il faut passer par une consultation où on va vraiment évaluer quels sont les besoins du patient. Et donc, voilà, moi, ça m'a beaucoup aidé de faire comme ça. Et j'avais fait aussi un autre type d'atelier qui était pour les professionnels de santé. On peut faire une thématique, par exemple, sur la nutrition du sport ou sur l'inflammation, par exemple, pour expliquer aux différents pros de santé, médecins, pharmaciens, ostéopathes, psychologues, pédicures, tout ce que vous avez autour de chez vous pour leur expliquer un petit peu qu'est-ce que vous faites pour qu'ils puissent vous orienter leurs propres patients éventuellement. En effet, oui. Oui. Est-ce que vous avez des success stories de diplômés de votre organisme qui ont très bien réussi dans ce domaine et qui maintenant qui sont contents d'avoir une bonne patientèle? Oui, déjà, Guénaëlle est une grande success story sur la kiné, hein, parce que quand même, elle croulait sous le monde et après, elle a réparti tous les gens qui venaient vers elle, vers beaucoup de monde. Et oui, on a comme je le disais, hein, des kinés, c'est quand même, je sais pas, peut-être 30% de DFM, c'est énorme, hein, énorme recrutement de kinés. Et on a, plusieurs success stories. Alors, je vais pas raconter les histoires, mais il y en a qui se sont spécialisés. Voilà, on a une kiné, par exemple, qui s'est spécialisée en fertilité. Et donc qui a poussé la formation que propose Guénaëlle encore plus loin, et donc avec des supervisions avec Guénaëlle, puis avec différentes personnes. Et c'est une kiné, voilà, qui maintenant, donc je crois qu'elle consulte encore en kiné, hein, et puis maintenant elle a quand même une grosse patientèle de fertilité. Et après, du coup, forcément, moi, dès que j'ai une problématique de fertilité, par exemple, ce qui me passionne pas véritablement, et je l'oriente tout de suite vers elle. Donc petit à petit, elle draine comme ça des patients pour cette thématique. Puis on a une autre kiné. Là, moi, j'arrête toutes mes premières consultations, par exemple, et là, j'envoie vers une autre kiné là qui est passionnée aussi de santé fonctionnelle depuis quelques temps et qui du coup maintenant fait 2 jours de consultation entièrement dédiés à ça. Et je vais lui envoyer toutes mes premières consultations, donc son planning va être assez vite plein. Voilà, donc voilà, je pourrais multiplier les exemples, tu en as peut-être d'autres, Guéna, mais... Oui, je pourrais préciser qu'elle, par exemple, la dernière dont tu parles, elle adore aussi tout ce qui est infection froide, des choses comme ça. Ouais. Et elle a une grande originalité aussi, c'est que quand elle sort d'une formation, elle écrit des articles, mais extraordinaires, avec une plume formidable, jamais la même thématique, mais vraiment des choses de drôles, de vivants, plein d'analogies.
Et vous allez vouloir son nom, hein, je pense. Parce que c'est vraiment un plaisir. Et en fait, quand elle se pose devant cet article, elle est obligée de replonger dans la formation, de la revoir, de repenser à tout. Et ça lui permet vraiment de bien retenir. Donc, je trouve ça vraiment chouette d'un point de vue mémoire. Elle est sur les réseaux sociaux. Tu peux nous donner son... Ce qui est délicat, c'est qu'on en aurait plein où on a envie de vous donner votre nom. On a aussi une qui est très très bonne en hormonaux, qui est kiné aussi. Alors, on en a d'autres qui sont pas kinés. Mais on en parlera avec eux. Puis voilà. On demandera si elles sont OK. Je pense qu'elles seront OK, mais il vaut mieux qu'on réfléchisse un peu. Vérifier. Et comme ça, si elles sont OK, je mettrai leur nom, leur pseudo sur la description d'épisode. Super. Après, il y a d'autres success stories. Là, on pensait à des kinés, mais il y a plein d'autres kinés aussi auxquels on va pas penser tout de suite. Mais il y a des... de toute façon, c'est une activité qui passionne. Hein. Ils sont tous d'accord pour dire que quand on met faut peut-être prévenir par contre ton public, effectivement, quand on commence. Il y a un gros risque d'addiction, par contre. Oui, c'est ce que j'entends à travers ce que vous dites, ouais. Ouais, c'est vrai, parce que du coup, on a toujours envie d'en savoir plus, quoi. C'est très stimulant. Ouais, en effet, ouais, tout à fait. Et alors, quels sont vos projets pour les prochains mois avec DFM? J'imagine que vous en avez plein. Ah oui, on a toujours. Ouais, on sort de gros projets qu'on a aboutis. On a écrit chacun un livre, quand même, c'est intéressant de le dire. En 2023, oui, c'était il n'y a pas longtemps. Tu peux les montrer, ils sont derrière toi? Tous les deux, oui, ils sont derrière moi. Là, du coup, il faut que je tourne. On mettra aussi les liens des livres. Troubles hormonaux, ça c'est Guénaël Abéguilé. L'hormono reprenait le pouvoir, donc l'hormono pour Guénaël. Et pour moi, c'est vraiment tout sur les analyses. C'est vraiment le premier manuel autour des analyses nutritionnelles et fonctionnelles. Ça n'existe pas, donc voilà, il fallait le faire. Et ça a été quand même un grand événement, un grand moment, quoi, parce que ça a amené à beaucoup on va dire beaucoup de choses autour de ces livres. On a fait un congrès d'hormonologie en 2023. Et puis donc voilà, donc ça on sort un peu de cette phase où voilà, il y a eu beaucoup de créativité associée à nos deux livres et puis pas mal de projets autour de l'hormono aussi. Ça s'est beaucoup développé chez DFM, ça a pris une grande place. Et puis là, je dirais que on a un projet de futur congrès, là, voilà, qui... Tu ne vois pas, Bruno, tu peux montrer ta petite boule. Pardon. On a un projet, maintenant je reviens. On a un projet de congrès en juin 2025, voilà, pour dater précisément. On dit le thème ou pas, Guéna On doit encore attendre un tout petit peu, je pense, parce qu'on ne l'a pas encore annoncé. Mais voilà. si on l'a annoncé... C'est durer le suspense. Voilà, mais les congrès, c'est des très très beaux événements, à peu près 200 à 300 personnes. Et sur un week-end avec 12 intervenants qui développent toutes des thématiques autour de la santé fonctionnelle avec un thème, et le thème est traité de manière holistique. Voilà, donc ça permet vraiment de rencontrer la santé fonctionnelle, de rencontrer tous les formateurs, le collège de formateurs de DFM, à peu près une dizaine de formateurs. Et c'est un événement magique aussi au niveau des rencontres, au niveau de l'ambiance. Voilà. Donc ça va être quand même le grand événement de l'année 2024-2025. Et puis toujours des nouveautés en termes de formation. Voilà, voilà. Je tiens à préciser aussi, pour ceux que ça intéresse de s'inscrire à une de vos formations, c'est qu'il y a plusieurs formats. Il y a formation en e-learning, présentiel et classe virtuelle. Oui. Ça, c'est bien aussi pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Très important, oui. Ouais. La classe virtuelle, les gens ne savent pas trop la différence entre e-learning et classe virtuelle, mais le e-learning, c'est vraiment un pré-enregistrement qu'on a fait des formations, qu'on suit à son rythme quand on veut, etc., un accès limité. La classe virtuelle, c'est des dates et des horaires précis avec nous, en direct, avec beaucoup d'interactions. Ça fonctionne très bien, nos classes virtuelles. On a des interactions orales, ce n'est pas tout le cas dans tous les organismes de formation, donc on peut nous poser des questions, comme on se fait là. Et puis, on a des promos aussi qui sont très dynamiques, qui se structurent en groupe WhatsApp. Donc, il y a une dynamique de promo, même dans les classes virtuelles, qui est très sympa chez DFM. Voilà, ça c'est aussi, on s'approche du présentiel sans être dans le présentiel. Oui, et on garde le lien aussi avec les autres participants. Ouais, c'est ça. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Un grand merci à tous les deux pour votre temps, pour cet échange très intéressant. Je mettrai donc tous les liens du site DFM pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Et puis, j'ai hâte de découvrir vos projets et tout ce que 2025 a pour vous. Merci beaucoup, Gabriel. Merci Gabriel, merci Kennedy, du coup. Kennedy, voilà. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.